Bahadine est l'un des nombreux Marocains à avoir manifesté lors du printemps arabe. Leurs revendications, plus de liberté, de meilleures conditions de vie et des emplois. L'emploi surtout, c'est la préoccupation majeure des jeunes. Quand j'ai pris mon diplôme en commerce, j'ai commencé de chercher un travail. J'ai resté 2 ans en chômage. J'ai essayé de faire ma propre commerce libre. C'était pas rentable. J'ai trouvé que ma vie quotidienne, c'était presque nul. Je me suis croisé à IMA juste au hasard, car c'est le premier institut des métiers aéronautiques en Afrique. À vrai dire, j'ai choisi cette formation car je m'assure que je trouverai un boulot. Casablanca, c'est la capitale économique du Maroc. On a longtemps pensé que c'était une ville à part. En réalité, c'était une ville qui était en avance sur les changements qui se produisent aujourd'hui dans tout le pays. Partout des usines, des ports, des logements, des routes. Beaucoup d'investissements et des résultats enregistrés par les statistiques. Le pouvoir d'achat global a doublé en 10 ans. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inégalité sociale et territoriale. Une croissance de 5% par an, certes, mais pas pour tous et pas partout. Et c'est tout le paradoxe. L'économie est la plus dynamique de la zone euro-méditerranéenne et le taux de chômage chez les jeunes diplômés est l'un des plus élevés au monde. La question centrale est donc de savoir comment mieux adapter les formations dispensées aux besoins de l'économie. Économie en pleine mutation. En effet, le Maroc est devenu en peu de temps une terre d'implantation industrielle. C'est en mettant en place une politique de libéralisation des échanges que le Maroc attire les investisseurs. Et pour permettre un développement économique durable, il faut qu'un système de formation performant soit rapidement institué. L'idée, c'est de favoriser l'émergence d'entreprises internationalisées qui s'ouvrent sur l'international, mais qui répondent aussi aux besoins intérieurs du pays. Le meilleur exemple, c'est celui qui est fait avec la France sur Renault, où aujourd'hui, il y a une nouvelle histoire de l'automobile au Maroc. Le Maroc d'aujourd'hui, c'est aussi de nouveaux secteurs comme l'aéronautique, qui contribuent de manière très significative aux exportations marocaines. Aujourd'hui, dans la compétition internationale, la compétitivité est globale. Elle est donc régionale. Soit on est compétitif collectivement, Europe, sud de l'Europe en particulier, et sud de la Méditerranée, soit on ne l'est pas. Une des mamelles les plus importantes pour continuer à régler les problématiques de croissance modernisée, diversifiée, inclusive, c'est aussi d'être au rendez-vous de la qualité de la main-d'œuvre. Et donc la formation, l'employabilité des jeunes et des femmes est très importante. Et d'ailleurs, si un certain nombre de grands acteurs dans les secteurs manufacturiers, dans l'industrie, dans l'aéronautique, comme j'ai dit, s'installent au Maroc, c'est parce qu'il y a eu une offre de formation. La success story au niveau de l'aéronautique, c'est parce que le Maroc a mis en place les moyens d'une formation adaptée qui a rendu le pays attractif. C'est l'élément déterminant. Aujourd'hui, on dénombre au Maroc une centaine d'entreprises aéronautiques. Cela peut sembler étonnant pour une industrie réservée aux pays du Nord. Ici, l'environnement socio-économique est attractif. La proximité logistique de l'Europe et la présence d'une main-d'œuvre qualifiée sont les arguments mis en avant par les industriels. Ceux-ci, en association avec l'État marocain, ont créé un centre de formation performant, l'IMA, l'Institut des métiers de l'aéronautique. Alors l'IMA, c'est une institution qu'on a voulu, nous, en tant qu'industriels de l'aéronautique, pour 2 raisons. C'est que lorsqu'on démarre une activité de petite envergure, alors faire de la formation interne, c'est faisable. Par contre, pour pouvoir monter en puissance et monter à des effectifs de 500 personnes, comme chez Hercel, nous avons absolument besoin d'une institution comme l'IMA qui va nous amener des gens pratiquement préformés au métier. L'avantage, c'est qu'ils travaillent en alternance, donc lorsqu'ils intègrent l'usine, ils sont pratiquement opérationnels de suite, quoi. Nous avons directement participé, je dirais, à l'élaboration des modules de formation, puisque
Lima, au départ, ils étaient à l'attente, ils étaient à l'écoute des industriels pour savoir exactement leurs besoins. Donc moi, personnellement, j'ai participé, par exemple, à l'élaboration des modules de formation pour tout ce qui est ajusteur moteur-cellule et rappeur, composite. Voilà. Lima a été mise en place avec les professionnels, pour les professionnels, pour répondre à leurs besoins d'aujourd'hui et non pas des besoins théoriques d'hier. Et c'est un système par alternance pour qu'il y ait une complémentarité entre les approches théoriques et les cours pratiques avec la réalité de l'usine et la culture de l'usine. Je ne crois pas dans d'autres modèles que celui de ce partenariat fort entre les entreprises détentrices du savoir-faire et les centres de formation. On est un prestataire au service des entreprises. On fait toute la partie recrutement si les entreprises ils souhaitent. À chaque fois qu'on a une demande du minimum de 12 personnes, on peut ouvrir une promotion. Sur une session de formation, si on va retenir 15 personnes, il faut compter initialement qu'on va commencer un tri à partir de 250 personnes. Lima participe, par le biais de ses ressources qualifiées, par le biais de ses talents, à la compétitivité internationale des entreprises françaises au Maroc et qui sont face à une concurrence très forte à l'international dans nos métiers. En contrepartie, évidemment, Lima crée de la valeur, il crée la prospérité en permettant à des jeunes marocains de s'investir dans un domaine de la globalisation, dans un domaine porteur d'avenir. J'ai passé mes études à l'université du Meknès. J'ai eu mon diplôme de comptabilité. J'ai posé mon CV à plusieurs entreprises et aucune réponse. Alors c'est pour cela que j'ai vraiment décidé de changer le domaine. J'ai posé mon CV à Lima, à l'Institut des métiers aéronautiques. Après, ils m'ont appelé, on a passé des concours. J'étais parmi les premiers. Et après, j'étais embauché ici. Et quand j'ai vu mon salaire, c'était bien. La vérité, c'est qu'on a vraiment beaucoup de chômage ici au Maroc. Surtout les jeunes. Ils ont des diplômes et tout ça, mais ils ne trouvent pas du travail. Et maintenant, je suis le seul de mes amis de Meknès, je suis le seul qui était embauché, car j'ai eu une formation professionnelle. Les chiffres sont révélateurs. Un Marocain sur 3 ayant moins de 30 ans est au chômage. Et ici, le diplôme n'empêche pas le chômage. Les perspectives semblent bouchées pour les jeunes étudiants. Et leur nombre doit doubler d'ici 2016. Au Maroc, chômage de masse des diplômés. Une situation paradoxale à bien des égards. J'ai un bac plus 5, c'est un équivalent à un master en communication. Tout le monde croit que normalement quand on a un bac plus 5 c'est facile. J'ai fait de l'hôtellerie, j'ai fait professeur d'anglais, j'ai fait plusieurs métiers, mais à vrai dire c'est pas vraiment évident de trouver un travail facilement au Maroc. Au Maroc, le chômage touche beaucoup plus le diplômé que les autres populations. C'est parce qu'il y a aujourd'hui une réelle inadéquation entre l'offre et la demande. On le sent. Nous, en tant que thermomètre, on sent que ce que produit la machine et le dispositif de la formation d'une manière générale ne répond pas nécessairement aux besoins du marché de l'emploi. Même en formation professionnelle, il y a pas mal de branches et de filières où il n'y a pas vraiment d'opportunités sur le marché de l'emploi. Ça ne veut pas dire que la formation professionnelle ne marche pas. Et les contre-exemples sont multiples. Nous avons sur des secteurs des insertions à 100%. Nous avons sur des filières très demandées sur le marché de l'emploi. Le dispositif ne produit pas assez. Mais il y a quand même une question qu'on doit régler, c'est la notion de la qualité de formation. Si on fait le bilan de la formation professionnelle, on compte 400 000 jeunes qui se préparent à l'un des 350 métiers enseignés. Les places sont chères. 3 candidats pour une seule place.
Quelqu'un qui va venir frapper à la porte de la formation professionnelle, il souhaite être formé, on doit lui trouver une place. Donc au départ, c'est une demande sociale et une demande économique. Mais après l'intégration du système de la formation professionnelle, il faut transformer ça en demande économique. Sinon, on va commencer à former des chômeurs. Donc la formation professionnelle, le défi, c'est qu'il doit former et mettre sur le marché de l'emploi 1 million de lauréats en 2016-17 et dans des secteurs porteurs. Le défi est de taille. On compte chaque année de plus en plus de jeunes formés, mais l'insertion professionnelle reste difficile. En partie parce que beaucoup de formations ne correspondent pas aux compétences exigées par le marché du travail. C'est pour cela que de nouveaux centres de formation dits sectoriels ont été créés, comme l'Institut des métiers de l'aéronautique. Ils sont le fruit d'un partenariat public-privé. Ils bénéficient de longue date du soutien de l'Agence française de développement, qui s'est investie dans la formation professionnelle au Maroc depuis 1999. Aujourd'hui, le dispositif de formation professionnelle est essentiellement en effet incarné par l'Office de la formation professionnelle. À côté de cet outil public a été développé un certain nombre de centres de formation dits sectoriels qui reposent sur quelques principes. Le premier étant véritablement que ces centres soient gérés de manière étroite, en étroite collaboration avec les professionnels du secteur considéré. C'est-à-dire que les centres publics construits et développés par l'État sont gérés, donnés en gestion à des associations professionnelles d'entreprises qui assurent dans ce cadre une mission de service public pour le compte de l'État marocain. Le deuxième grand principe auquel l'AFD est fortement attaché, bien entendu, c'est que ces centres doivent être véritablement professionnels. Et la professionnalisation passe automatiquement par des formations qui sont centrées sur l'acquisition des compétences. Cette approche par les compétences est le meilleur moyen d'assurer que les formations dispensées seront réalisées en adéquation avec les besoins des entreprises au niveau du poste de travail. C'est vraiment une nouvelle logique. C'est que l'État charge le privé pour gérer la formation professionnelle. Ça, c'est pourquoi ? Parce qu'on a expérimenté une démarche et qui a donné ses fruits, parce que former des candidats et atteindre un taux d'insertion de 100%, je crois que c'est ce qu'on cherche. C'est ce taux d'insertion. On va adopter l'approche par compétence pour revoir tout le système de la formation professionnelle. Et on compte, dans le cadre de la coopération, faire jouir 400 établissements de cette approche par compétence. Pourquoi ? Parce que là où l'entreprise est impliquée, c'est sûr que la qualité est là. Et donc, le taux d'insertion sera élevé. Et c'est très important. C'est très important l'implication de l'entreprise. À côté des 500 centres de formation professionnelle classiques, l'AFD finance 22 nouveaux centres qui ont adopté une approche par compétences. Cela concerne 12 secteurs économiques comme l'aéronautique, l'automobile, mais aussi des secteurs plus traditionnels comme l'industrie du cuir. La réussite de ces projets dépend en grande partie de la capacité des entreprises d'un même secteur économique à se constituer en branche professionnelle. C'est grâce à la fédération que nous avons pu créer ces écoles, parce que vous ne pouvez pas être un seul interlocuteur vis-à-vis de l'État. Si vous n'êtes pas une fédération, on ne va pas vous écouter, vous parlez que pour vous-même. Mais là, c'est grâce à la fédération qui a quand même milité beaucoup. Et nous avons pu obtenir 2 écoles très performantes en collaboration avec le CTC France. Nous avons signé un partenariat avec eux. Ils nous ont donné tous les programmes, ils nous ont donné des formateurs français qui sont venus nous encadrer pour le démarrage de nos écoles. Et aujourd'hui, on est très fiers de ces écoles. Déjà, le travail dans ces écoles de formation, il est fait à 80%. Donc le reste de 20%, il est fait chez nous. Je peux dire que nous avons minimum plus de 70% de nos cadres et nos ouvriers qui ont été formés dans ces écoles. Dans le centre de formation, on fait le standard du cuir. On prend les peaux, on les transforme en cuir en passant des différentes étapes, le reverdissage, le finissage et tout. Après, on fait des visites à des usines
pour s'ouvrir des trucs qu'on ne peut pas apprendre au centre. Vraiment, on voit le métier en pratique. Alors je conseille aux jeunes qui pensent que le cuir, il n'y a que des saletés, que du travail, quoi. Mais c'est vraiment une belle métier. Ils vont vraiment s'éclater dans le métier. Ils vont vraiment aimer pour le faire. Ce centre forme chaque année 1200 jeunes. La majorité d'entre eux trouveront un travail dans les 6 mois. Un résultat très encourageant. C'est la preuve qu'un centre classique, implanté depuis de nombreuses années, peut se transformer avec profit en centre sectoriel de formation professionnelle. Actuellement, il y a un projet de restructuration de la formation avec l'appui de l'AFD. Tous les programmes sont refaits selon l'approche par compétences. Ce qui a changé, c'est qu'on a depuis 1991 jusqu'à 2010, il n'y avait pas de changement de programme. On a gardé les mêmes programmes, les mêmes matériels, mais maintenant, il y a un nouveau projet, il y a un complément de matériel, il y a des nouveaux programmes. Les formateurs ils vont aussi suivre des nouvelles formations et ça va améliorer la qualité de la formation. On le sent cette année, il y a plus d'affluence de stagiaires plus que l'année dernière. Très clairement, la stratégie de l'AFD au Maroc est de venir accompagner la stratégie de croissance de l'autorité marocaine. Croissance égale création d'emplois égale création de richesses. Dans ce cadre-là, l'ensemble des actions faites par l'AFD au Maroc visent bien sûr à soutenir cette politique de croissance au travers d'investissements dans le domaine des infrastructures de base, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du transport, dans le domaine de l'eau, mais également dans le domaine des compétences. Il ne peut pas y avoir d'investissement, il ne peut pas y avoir de croissance sans emploi, il ne peut pas y avoir de croissance sans compétences. La première richesse et la première force d'une entreprise, c'est bien son capital humain. Car une machine, vous pouvez toujours l'acheter. Vous avez un catalogue, vous achetez une machine, elle est livrée, vous connaissez ses performances, et dans votre entreprise, elle aura les mêmes performances que dans une autre entreprise. Ce qui fera que votre entreprise, que votre machine sera vraiment performante, ce n'est pas tant la machine elle-même que les personnes qui vont utiliser cet équipement, qui vont le mettre en œuvre. Et c'est là où toute la force du capital humain. Par le passé, je discutais avec un chef d'entreprise qui me disait qu'aujourd'hui, finalement, les investissements, innover, c'est à la portée de beaucoup d'entreprises, investir, c'est à la portée de beaucoup d'entreprises. Ce qui fait vraiment la différence et ce qui fait qu'une entreprise est plus compétitive qu'une autre et qu'une économie est plus compétitive qu'une autre, c'est bien la qualité du capital humain. Investir dans le capital humain, ici comme ailleurs, c'est l'une des clés du succès. La réussite de l'entreprise de Karim Tazi en est l'illustration. Après des années passées dans le milieu de la mode, cet industriel crée en 2003 sa propre marque de vêtements, Marwa. À l'image de ses concurrents en Europe comme Zara ou H&M, Marwa démocratise la mode et la rend abordable. L'enseigne connaît un succès fulgurant auprès des jeunes femmes et devient la première enseigne marocaine du genre. Marwa aujourd'hui c'est un business model intéressant pour l'industrie textile alors traditionnellement le textile marocain est fait d'acteurs qui sont en grande majorité des sous-traitants avec peu de valeur ajoutée. La valeur ajoutée créée par emploi chez Marwa, elle doit être 5 fois supérieure à celle d'une entreprise de confection traditionnelle marocaine. Ça veut dire qu'on s'est doté des moyens, on est capable de mieux rémunérer nos collaborateurs, on est capable de recruter des designers, de recruter d'autres niveaux de compétences. Et je crois que c'est un modèle, la distribution organisée, en somme, c'est un modèle qui devrait aujourd'hui, j'espère, se développer au Maroc et qui permettra de renforcer toute la filière textile, puisque nous apportons de l'innovation. C'est de l'innovation non technologique, mais c'est de l'innovation. De toute façon, l'industrie textile marocaine sera innovante ou ne sera pas. Parce qu'il y a toujours moins cher, on ne peut plus être dans des logiques de compétitivité prix seulement. On ne peut pas se battre avec l'Asie sur les prix. Aujourd'hui, nous avons une grande opportunité qui s'ouvre au Maroc. C'est que la consommation en Asie va multiplier par 3 dans les 10 prochaines années. Ce qui fait que l'Asie va forcément se concentrer encore plus sur son marché en tête, sur ses propres marchés, et libérer des espaces. Mais elle libérera des espaces pour les pays qui sauront les prendre en innovant, en apportant d'autres solutions. Je pense que la sous-traitance est un modèle qui va exister encore, mais ça n'est pas un modèle d'avenir. Si Marwa veut rester inventive, innovante, créative, dynamique, de faire appel à des ressources avec des
d'origine différente. Ça, c'est fondamental. Ça, on n'arrêtera jamais. Ce qui est malheureux, c'est qu'on n'est pas sur les métiers immatériels, qu'on ne puisse pas faire appel, en plus, à des ressources marocaines. En Europe, un jeune, depuis qu'il est petit, il sait ce que c'est une enseigne, il sait ce que c'est une vitrine. Chez nous, tout ça, c'est nouveau. On passe de l'ère du souk à celui du troisième millénaire de la distribution en 6-7 ans. Donc les enseignes, c'est nouveau. On ne peut pas demander aux gens de savoir, d'avoir le sens de la présentation, d'avoir la culture, ces cultures produits en si peu d'années. Donc pour ces compétences-là, aujourd'hui, mon grand espoir, c'est Casa Moda Academy. Si on veut une industrie innovante et créative, d'abord, la première des choses, c'est qu'il faut des créateurs. Et Casa Moda a pour mission de former ces créateurs. Rappelez-vous, ce qui m'importe moi, c'est les figures... Casa Moda Academy a ouvert en 2010. C'est la première école publique destinée aux métiers créatifs de la mode. Design, stylisme, image de mode. Elle a une ambition affichée, rivaliser avec les plus grandes écoles internationales. Casa Moda a une organisation affirmée, associer étroitement les professionnels à tous les aspects de la formation. Pour créer Casa Moda, ça a été une initiative de l'Association des industriels du textile et de l'habillement, l'AMIT. Ça a été à la base notre initiative, une initiative d'industriels. Pour créer Casa Moda, nous avons signé des conventions avec des fédérations amies, notamment la Fédération de la couture en France. C'est à travers ces réseaux et l'expérience réussie souvent dans les pays de la rive nord de la Méditerranée que nous avons compris à quel point une école comme ça était importante. C'est vraiment le mode de formation aujourd'hui le plus adapté, en tout cas au monde de l'entreprise. Aujourd'hui, nous sommes, il y a énormément de diplômés chômeurs et nous avons de grandes difficultés à recruter les compétences que nous cherchons. Donc il y a véritablement une inadéquation que seul ce mode d'enseignement peut corriger. Ça peut être des choses extrêmement concrètes et pratiques. Il y a tel et tel logiciel qui sont utilisés par tous les designers. Est-ce que Casa Moda utilise les mêmes logiciels et forme ces gens de manière suffisamment qualitative? Ce sont des choses extrêmement concrètes. Et quand vous avez des ressources qui sont déjà préformées là-dessus, c'est extrêmement profitable à l'entreprise. Du point de vue du monde de la mode, tel que je le connais à New York, à Paris ou à Milan, il y a une grande attente sur ces pays émergents du sud de la Méditerranée. On attend beaucoup de cette école stylistique-là. Et si vous regardez le défilé Casa Moda Academy, vous verrez la puissance des couleurs, des assemblages et cette énergie créative qui, en France ou en Belgique, est totalement différente. Donc moi, je pense réellement qu'il y a un style et une vivacité et une énergie propre au Maroc. Au Maroc, on est en permanence dans une logique un peu d'innovation en matière de formation professionnelle. Innovation lorsque le Maroc a introduit le mode de gestion délégué. Innovation quand le Maroc finalement fait le choix de véritablement adopter une approche centrée sur les compétences. Dans beaucoup de pays, en fait, on a une forme de dichotomie. D'un côté, on a l'éducation et la formation, de l'autre côté, on a le monde du travail. Et avec une vision qui consiste à dire que les deux ne peuvent pas, ne doivent pas ou ne peuvent pas, en tout cas, travailler ensemble. Au Maroc, on démontre que les professionnels peuvent travailler de manière étroite avec les autorités publiques, que le monde de l'éducation et le monde du travail peuvent se retrouver et que c'est bien celui-ci qui permet d'assurer la meilleure employabilité et donc la meilleure insertion professionnelle pour les jeunes. Le renouveau du système de formation professionnelle est un atout majeur pour le Maroc. C'est même une nécessité pour dynamiser l'économie et donc à long terme réduire le chômage. Si le décollage de l'économie marocaine est incontestable, l'enjeu aujourd'hui, c'est bien de redistribuer dans l'ensemble de la société et sur tout le territoire les fruits des richesses produites. En 10 ans, le pays a fait une entrée de plein pied dans le monde de la libéralisation des échanges, de l'industrie et de la consommation. Le Maroc disposera-t-il d'autant de temps pour étendre à toute sa jeunesse des débouchés professionnels à la hauteur de ses espérances ?